Le débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale sur Africable Télévision. Aujourd'hui, on va parler du processus DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, avec la sortie de 422 stagiaires du centre de Banankoro. C'était vendredi dernier. Dans la même veine, on va également parler de découpage territorial, un projet qui crée la polémique et divise les Maliens. Et puis ce duel entre activistes, des querelles de positionnement entre les partisans de l'imam Mahmoud Diko, de l'ex-CNSP ou d'autres activistes. Quelle est la raison de cette guéguerre, de cette bataille rangée sur les réseaux sociaux? On va poser la question à nos invités. Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. Etienne Fakaba Sissoko du CRAPES, il est économiste. Badou Sidi Koba du Triomphe du Mali et Youssouf Sissoko de Info7. 122 stagiaires issus du processus désarmement, démobilisation et réinsertion viennent de boucler leur stage à Banankoro. Ils ont été présentés au drapeau vendredi dernier au cours d'une cérémonie riche en couleurs, composé de sous-officiers, d'officiers et de militaires du rang. Ces stagiaires viennent de différents groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Badou Sidi Koba, ils vont être versés dans des bataillons qu'on va appeler forces armées reconstituées. D'aucuns diront que c'est une avancée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Oui, on peut dire que c'est une avancée, mais force est de reconnaître que ces éléments qui doivent rejoindre les forces armées nationales doivent se considérer désormais comme étant des soldats de l'armée nationale du Mali. Ils ne font plus partie des groupes armés. Ils ont suivi un stage de perfectionnement. Déjà, ils étaient rompus au maniement des armes. Donc, ils ont suivi un stage de perfectionnement. Donc, on les a fait comprendre que le Mali, c'est leur patrie. C'est le Mali qui les a vus naître et grandir. Ils doivent tout au Mali. Donc, dorénavant, ils doivent servir le Mali. Ils doivent servir le drapeau du Mali partout où ils vont partir. Et ils doivent verser leur sang pour le Mali. Donc, ils doivent comprendre que les choses ont évolué et que dorénavant, ce n'est plus les groupes armés ou ce n'est plus un rebelle qui prend une arme pour aller mener une petite razzia pour avoir quelques moutons ou bien quelques chefs. Ce n'est plus le cas. Donc, ils sont des soldats de l'armée nationale du Mali. Donc, conformément à l'accord d'Alger et conformément au processus DDR, donc, ils ont intégré l'armée nationale. Ils doivent se comporter comme tels désormais. Oui, Youssouf, je pense que désormais, ce sont des soldats de l'armée malienne. Si on regarde la photo, il y a espoir quand on les voit défiler sous le drapeau. D'aucuns penseront également à d'autres démobilisations, à d'autres réintégrations de la sorte. On voit comment est-ce qu'elles se sont soldées, ou est-ce qu'il ne faudrait pas craindre ce scénario cette fois-ci? Non, en fait, ça veut dire tout simplement d'abord que la machine de la mise en œuvre de l'accord est en marche. Et ça, c'est un bon espoir. Et Badou l'a dit déjà, je pense que le fait même d'accepter d'être sous le drapeau malien, je pense que ça, c'est une avancée notoire qu'il faut vraiment noter. Maintenant, il a aussi parlé de est-ce que ces gens-là, ils vont rester toujours, parce qu'on a vu par le passé, il y a eu en tout cas des cas comme ça, des cas d'intégration comme ça. Et après, des gens bien formés ont ensuite déserté l'armée pour en tout cas reprendre les armes et combattre cette même armée. Donc je pense qu'il faudrait surtout que les autorités prennent des garde-fous. C'est-à-dire que toutes les mesures soient prises. Ces gens-là qui ont en tout cas accepté de venir, de déposer les armes, et ils sont signataires déjà de l'accord. Donc qu'ils soient en tout cas avec le Mali et uniquement avec le Mali, parce qu'ils doivent tout au Mali. Et moi je pense que ça c'est déjà une très bonne chose. Et ça veut dire tout simplement que l'accord, bon, qu'il soit beau ou mauvais, le fait déjà qu'il y ait des avancées, moi je pense que c'est très bien, parce qu'il est temps quand même que le Mali sorte définitivement de cette crise, quoi. Oui, Étienne, c'est une avancée, cette cérémonie? Non, tout ça, c'est en réalité un folklore qui est bien organisé, bien mis en œuvre, et sous le coup de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui, lui-même, rappelons-le, est en panne depuis 5 ans. Parce que signé pour 18 mois, nous sommes à la 5e année bientôt que cet accord est en cours. En réalité, ce qu'on fait dans la mise en œuvre de l'accord, c'est une sorte de liste
qu'on fait d'activités à mener. Et à chaque fois qu'il y a une activité, on coche une case et on dit qu'il y a une avancée. Contrairement à ce que Sissoko dit, moi je ne pense pas du tout que ce soit une avancée parce qu'il aurait fallu un travail préalable au sein de l'armée pour faire accepter ces nouveaux arrivants qui, rappelons-le, il a d'ailleurs rappelé lui-même que ça fait longtemps qu'on expérimente ces genres de processus qui, à la fin, n'aboutissent pas. Et ils viennent avec des grades souvent plus élevés que ceux qui sont restés fidèles à la patrie pendant de longues années. Ça crée des frustrations, ça va créer des frustrations. Qu'est-ce que nous avons fait en termes de préparation pour calmer les esprits, pour créer l'union sacrée autour de l'armée et des objectifs qui doivent être aujourd'hui la reconquête du territoire national. Et je ne pense pas que ce travail préalable ait été fait. Donc aujourd'hui, prendre cette sortie comme étant une avancée, moi je suis assez sceptique. Oui, Maître Konaré, Badou et Youssouf Sissoko sont optimistes, Étienne est sceptique. Vous, on connaît déjà votre position par rapport à l'accord, mais peut-être que cette fois-ci, vous allez ramer à contre-courant. 422 éléments sous le drapeau, la photo, elle est sympathique. Pour moi, c'est vraiment du cinéma. C'est du cinéma parce que je connais, ou j'ai une idée, et vous aussi, vous avez une idée de l'armement extrêmement lourd de la coordination des mouvements de l'Azawad. Tous les 6 avril, vous voyez le défilé des automitrailleuses, des centaines de 4x4. Où sont-ils? Il y a eu une atténuation cette fois-ci le 6 avril. Où sont ces armements? Vous ne savez pas. Et la commission DDR non plus. Ceux qui sont là, qu'on vient de recruter comme étant des éléments de l'armée, ce sont des bergers, c'est des chômeurs qu'on est allé ramasser ça et là et qu'on vient présenter à la télé pour amuser la galerie. Personne n'a été désarmé parmi les groupes armés. Tous restent armés comme devant. Et je vais vous dire, on prétend les reverser, non pas dans l'armée nationale, mais plutôt dans l'armée nationale reconstituée. Ce mot reconstitué signifie simplement que ce n'est pas l'armée nationale. C'est une armée régionale qui va être déployée dans les conditions prescrites par la coordination des mouvements de l'Azawad, au même titre que le contingent militaire malien qui est à Kidal. Moi, j'ai été à Kidal. Le contingent malien est cantonné. Il ne peut même pas mettre le nez dans la ville de Kidal. Il ne peut même pas tuer un margouya. D'accord. Voilà, donc tout ça là, c'est vraiment du cinéma. Le jour où vous entendrez que à Kidal et dans les autres villes du Nord, il y a un gouverneur, des préfets, le commandant de la gendarmerie, le commandant de la police, le jour où l'État sera effectivement là, exerçant tous ses pouvoirs régaliens, ce jour-là, il y aura un véritable désarmement. D'accord. Mais pas avant. Ok, Badou, je vous ai vu sourire. Apparemment, vous n'êtes pas en phase avec Maître Konaré. Ou bien j'ai mal interprété votre gestuelle tout à l'heure. Non, bon... Vous souriez quand même. Oui, je souris par rapport à ce qu'il a dit. Quand il parle de cinéma, à la limite, ça m'a un peu fait rire. Quand on voit l'évolution du processus jusqu'au jour d'aujourd'hui, si finalement on nous dit que c'est du cinéma, vous voyez que c'est extrêmement grave. Donc vous pensez que ce n'est pas un cinéma? Bon, moi je pense que ce n'est pas tellement du cinéma, parce que si nous on a misé beaucoup d'espoir sur tous ces processus pour que le Mali puisse reconnaître le chemin et trouver le chemin de la paix, si à présent, malgré tout, et on trouve que c'est du cinéma, que le bout du tunnel est encore loin, vraiment, ça ne peut que nous inquiéter davantage. Si nous prenons aujourd'hui les réalités du Nord, les réalités du centre et une partie du Sud, et qu'on dise que le processus de paix est en train de tomber encore en panne, vraiment, ça ne peut que nous inquiéter. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, vraiment, il y a lieu de continuer ce processus. On ne peut plus reculer, mais il faudrait que tous les acteurs vraiment s'y mettent. Il ne faut pas qu'on joue sur la corde de l'hypocrisie,
que chaque camp soit franc et que les choses se passent de façon vraiment très très franche, dans la mesure où l'État de son côté a joué sa partition, l'État a rempli sa part du contrat. Vraiment, il faudrait que les groupes armés de leur côté aussi comprennent enfin que le pays l'a trop souffert et que nous avons besoin de la paix, de la stabilité pour amorcer le développement du pays. Si nous faisons un décompte de la situation, tous les pays voisins sont en train de progresser, sauf le Mali, ce n'est pas une bonne chose. Oui, Youssouf, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. On a toujours cette crainte que l'histoire ne se répète pas. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des réintégrations dans l'armée nationale. Après, les gens ont déserté et tout. Mais cette fois-ci, les responsables de la mise en œuvre de l'accord disent que cet accord, issu du processus d'Alger, est sous l'égide de la communauté internationale, sous le chapitre 7, et qu'il n'y a pas de raison que l'histoire puisse se répéter en termes de désertion et autres. Est-ce qu'il faut l'abonder dans ce sens? Il faut le croire? Oui, il faut vraiment le croire parce que je partage entièrement les inquiétudes de Konaré et de Etienne. Franchement, c'est des inquiétudes qui sont légitimes, puisque, comme ils l'ont si bien dit, par le passé, nous avons vu quand même des cas, et il a cité le cas aussi de la SEMA. C'est des choses qui sont quand même réelles. Mais moi, je pense que, comme Sekou l'a dit, c'est cet accord, puisque nous n'avons pas d'autre chose que cet accord, je crois qu'il faudrait que l'État joue pleinement sa partition. Et en jouant sa partition, c'est justement de faire, en tout cas, de se montrer volontariste pour justement appliquer cet accord. Et je pense que les 400 et quelques éléments qui sont déjà sortis et dans le cadre du DDR, moi je pense que ça c'est déjà une avancée. Ça veut dire tout simplement que les partis qui vont refuser justement de jouer leur partition, moi je pense que la communauté internationale sera témoin. Et en ce moment, ce qu'il y a lieu de faire, l'État, on ne va plus accuser l'État de traîner les pieds. Moi, je pense honnêtement qu'il faudrait quand même que ça bouge et ça commence à bouger. Il faut saluer quand même cet acte qui vient d'être posé. Oui, Etienne Fabre-Kabassi-Sogo, on le sait tous, l'accord, son péché, c'est ce déficit de légitimité. Au retour d'Alger, beaucoup avaient pensé que le document allait passer devant la représentation nationale. Mais est-ce que vous pensez que même avec ce déficit de légitimité, il faut cracher sur certaines photos assez sympathiques, comme voir des ex-combattants revenir entonner l'hymne national du Mali, défiler sous le drapeau national? Qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Remettre tout à plat ou prendre les aspects positifs, les côtés positifs de l'accord? Au risque de répéter ce que Maître vient de dire, en réalité, ce ne sont pas les rebelles qui ont été désarmés. Ce ne sont pas les groupes armés qui ont été désarmés. Moi, j'ai des amis qui sont sur cette photo sympathique dont vous faites allusion. Pour dire tout simplement qu'ils ont quitté Bamako. Ça fait des mois qu'ils font des va-et-vient entre Bamako et le nord du pays pour pouvoir s'inscrire et rester sur les listes jusqu'à leur intégration par cette voie-là. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la grande question, c'est surtout par rapport à la méthode même utilisée par l'État et par la communauté internationale pour appliquer cet accord pour la paix et la réconciliation. Parce qu'en réalité, ce que vous dites est tellement vrai que le manque d'appropriation a été soulevé dans tous les forats que nous avons connus ces dernières années. La conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, et des mécanismes avaient même été prévus pour justement permettre une appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation et finalement de permettre qu'on bouge et pas de façon folklorique, mais bouger vraiment sur l'application de l'accord. Mais aujourd'hui, vous voyez encore que le régime défunt n'a pas pu le faire, n'a pas su le faire, n'avait même pas l'intelligence pour le faire. Et aujourd'hui encore, on est en train de patauger dans les mêmes travers. Et lorsque j'écoute les uns et les autres, ils mettent beaucoup d'espoir sur la communauté internationale, qui ne fait en réalité qu'accompagner et qui en réalité ne changera rien tant que le processus n'est pas pris en main par les autorités maliennes et pour de vrai. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est cet aspect-là qui nous manque. Le leadership manque, la méthode manque et le processus est toujours en panne. Oui, maître, et pourtant, autant on a souvent salué l'entrée d'ex-rebelles qui avaient des velléités sécessionnistes, par exemple, dans le gouvernement, autant on aurait pu se féliciter de la sortie de ces 422 éléments. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? Ça fait quand même 6 ans que l'accord a été signé. Est-ce qu'on va rester dans cette situation-là, dans ce statu quo-là? On n'avance pas, on ne recule pas.
Qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Ce qui doit être fait, c'est la relecture de l'accord. Et relire l'accord. 6 ans après sa signature. Oui, il faut le relire. Dans quel sens? Dans le sens que les priorités soient inversées. C'est-à-dire, il ne faut plus, comme on est en train de le faire maintenant, il ne faut plus attendre d'exécuter le processus politico-institutionnel pour aboutir au désarmement. Il faut tout de suite commencer par le désarmement, la pacification du territoire et ensuite la poursuite du processus politico-institutionnel. Ce processus ne pouvant pas prendre fin avant 20 ans, 30 ans. Donc on ne peut pas attendre 30 ans pour avoir la paix. Il faut donc désarmer tout le monde immédiatement et c'est ça qui doit être corrigé dans l'accord. Et si cela n'est pas fait, tout ce qu'on est en train de vous montrer là, c'est vraiment pour amuser la galerie. Ouais, maître, sans insister. Moi, je vais vous dire, ouais. Tous les groupes signataires de l'accord d'Alger restent lourdement armés. Ce qu'on est en train de montrer, ils n'ont même pas d'armes, c'est le Mali qui va leur donner des armes. Alors, où sont les armes des groupes armés? Oui, maître. Ou bien ils ne s'appellent plus groupes armés? Oui, l'armée reconstituée dont on parle n'est pas différente du gouvernement reconstitué. Parce qu'autant dans l'armée reconstituée, vous avez des ex-rebelles, autant dans l'attelage gouvernemental, il y a également des ex-rebelles. Et pourtant, ben, on s'en... C'est la présence des rebelles dans le gouvernement qui devrait faciliter effectivement le désarmement des groupes armés. Mais le problème, c'est que la SEMA a le beurre, l'argent du beurre, et la vache et la potière. Elle a tout. On vous dit, désarmer, nous ne désarmons pas. Et bien qu'ils ne soient pas désarmés, on est en train de leur apporter des textes, des lois, du travail, de l'argent. Vous savez, il y a à peu près 400 milliards qu'on envoie chaque fois au nord, chaque année. Vous comprenez? Donc, désarmer, nous ne désarmons pas. Et dans cet état d'armement, on est en train de les enrichir. Et donc, tant qu'on continuera comme ça, on n'aboutira jamais à la paix. Et d'ailleurs, ceux qui sont chargés de ces différents processus-là, de DDR et autres-là, en ont fait une fonction publique parallèle. D'accord. Avec 3 millions, 2 millions à la clé chaque mois. Ils ne sont pas pressés que cette affaire-là se termine. D'accord. C'était marché en or. D'accord. Des réactions sur la page Facebook. Mahaman Mahatouré, il ne faut pas se tromper de combat. C'est l'armée malienne qui souffre et qui continuera à souffrir si jamais les autorités ne changent pas de méthode. Khalilou Sidibé, cet accord est inapplicable. Cette intégration est un leurre, un attrape-nigo. Issouf Konaté, que la SEMA remette son arsenal de guerre. Apparemment, ça, c'est un... il reprend Maître Konaré. Makandjara, cet accord d'Alger a compliqué la tâche des autorités maliennes. Voilà, le débat se poursuit également sur la page Facebook, le débat du dimanche et Africable Télévision. On va rester autour du même registre pour parler cette fois-ci de découpage territorial. 12 nouvelles régions à ajouter aux 10 existantes. Voilà à quoi ressemble le nouveau découpage territorial au Mali. Un projet qui crée la polémique et divise les compatriotes. Badou Sidi Koba, vous êtes de la région de Tombouctou, mais vous êtes sur le plateau en tant que journaliste. On ne va pas vous demander de commenter ce qui se passe à Tombouctou, mais de façon générale, comment est-ce que vous suivez ce débat-là? Donc, si nous suivons le cours de l'actualité, apparemment, les acteurs sur le terrain ne sont pas du tout d'accord avec ce découpage administratif, parce que ce découpage administratif vraiment crée un certain nombre d'injustices. Si vous prenez le cas de Gourma Rousse et Gossi, par exemple, les gens de Gossi sont en train de taper du poing sur la table pour exiger à ce que Gossi soit quand même un cercle. Et par exemple, vous prenez le cercle de Bla, partout la population de Bla est en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord
et ils veulent rester avec Sougou. Il n'est pas question qu'ils aillent avec la région des Sangs. Donc c'est des griefs qui prouvent encore une fois de plus que ce découpage administratif, si nous ne faisons pas attention, il risque d'être un fiasco. Vous savez que cette décentralisation, si vous me demandez, a été mal engagée depuis le départ. C'est une décentralisation qui est venue à l'Aïssad. D'ailleurs, au cours d'un débat télévisé qui a opposé Feu Maoulamine Traoré et Ousmane Sy, Maoulamine Traoré a dit à Ousmane Sy, monsieur Ousmane Sy, vous êtes un théoricien, vous êtes un universitaire, vous êtes déconnecté de la réalité Mali, vous ne connaissez rien du Mali. Donc cette décentralisation que vous êtes en train d'appliquer, cette décentralisation va échouer. Et si on ajoute ces découpage administratif à cette décentralisation qui a déjà en partie échoué, vous voyez ce que ça fait. Déjà, ça risque de jouer sur l'unité nationale même du pays. Vous savez que la France a commencé la décentralisation en 1872-1884. C'est à partir des années 80 que la France a commencé à amorcer réellement la décentralisation. Et en Europe, la Grande-Bretagne et la France, sur le plan de la décentralisation, sont beaucoup en retard. Parce que ces deux pays ont toujours craint, ont toujours dit que si on se met à appliquer la décentralisation de façon effective, ça peut jouer sur l'unité nationale. Et la décentralisation a plutôt joué sur l'unité nationale du Mali. Et si nous ne faisons pas attention, ce découpage administratif, au lieu d'arranger les choses, va encore compliquer la situation. Oui, Youssouf Sissoko, il y a une règle fondamentale, on le dit, c'est dans des moments de stabilité où l'État a toute sa prépondérance qu'on peut aller vers un découpage, mais pas dans des contextes comme actuellement au Mali. Non, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que d'abord, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont aucune légitimité. Et donc, vouloir entreprendre en tout cas une aussi importante réforme comme celle du découpage administratif, ça nécessite en tout cas une certaine légitimité. Donc, effectivement, le débat est en cours et beaucoup de gens se révoltent carrément contre en tout cas ce nouveau découpage. Et je pense que c'est à juste raison parce qu'en amont, il devait y avoir en tout cas une large concertation et un consensus général autour de ça. Mais malheureusement, c'est le gouvernement seulement qui a pris la décision, en tout cas de procéder à cela, et en voulant peut-être amener ça au niveau du CNT. Non, moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Encore une fois de plus, il faudrait quand même que les autorités de la transition comprennent qu'aucune réforme n'est possible, en tout cas, dans cet tohu-bohu, en tout cas dans cet unilatéralisme béat. Et le mieux serait pour elle, en tout cas, de faire face à l'essentiel. Et l'essentiel, à mon avis, c'est d'organiser les élections présidentielles législatives et de passer, en tout cas, le pouvoir à des autorités plus légitimes et que celles-ci, fortes, en tout cas, de cette légitimité, vont entreprendre véritablement les réformes qui sont réellement indispensables. Etienne Fakaba-Sissoko, on a l'impression d'être dans une confrontation d'école. D'une part, ceux qui pensent qu'il faut rapprocher l'état des administrés pour qu'on n'assiste pas à ce qui s'est passé dans le nord du Mali avec l'irrédentisme, Touareg et tout. Mais d'autre part, il y en a qui pensent également que l'État doit être fort d'abord pour pouvoir procéder à un découpage, à un redécoupage. Non, dans le contexte actuel, les deux écoles, les approches des deux écoles ont du sens. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup plus dans ce processus-là, c'est le fait que on est dans une transition. Et quelle transition? Et quel est responsable de la transition? Et que nous soyons justement à 2 mois, ou à 8 mois, 9 mois tout au plus d'une échéance électorale. Donc tout ça m'amène à dire en réalité que la transition a fait le choix soit de prolonger la durée de la transition de façon encore unilatérale, ou en tout cas, ils vont amuser une fois de plus la galerie pendant 2 mois et après, ils vont se concentrer sur la seule activité, je ne dirais pas réforme, mais la seule activité qu'elle pourra faire finalement, qui est organiser des élections. Parce que même sur les élections aussi, vous avez vu, l'État est absent dans bon nombre de parties du territoire national. Il n'y a pas de plan aujourd'hui de retour de l'État et de l'administration dans ces différentes localités. Les djihadistes ont pris le contrôle d'une bonne partie également du territoire. L'armée nationale est absente. Ajoutez à cela toutes les questions de légitimité, de légalité pour porter des réformes aussi importantes que ça. De mon point de vue, fait qu'aujourd'hui, qu'on est dans une situation où des cadres, des conseillers techniques peuvent s'asseoir dans leur bureau et prendre la carte du Mali et jouer à un jeu de découpage. Ça ne marchera pas parce que les populations doivent être associées du début à la fin.
L'inclusivité doit être de rigueur. Les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs de tribu et tout le reste doivent être d'un apport inestimable dans ce cadre. Et pour votre question, pour terminer très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'abord de donner à l'État un semblant de fonction pour que l'État retrouve ses prérogatives indiscutables. Comment on appelle ça déjà? Que l'État puisse jouer assurer l'éducation, la santé, la sauvegarde de l'intégrité du territoire et finalement qu'on ait un semblant d'État fort. Mais aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est encore une fois de plus perdre du temps et perdre de l'argent. Oui, Maître Gonaré, pour Etienne, on peut pas faire l'économie de ce redécoupage-là, mais le contexte ne s'y prête pas. Je vais vous dire, les autorités de la transition ont fait le choix malheureux d'appliquer tout ce qui peut l'être de l'accord d'Alger. Et le redécoupage est intimement lié à cet accord. Parce que l'objectif du redécoupage, qu'on ne vous dit pas, c'est de créer un maximum de circonscriptions électorales au nord, afin que les rebelles, les groupes armés qui occupent ces zones-là... les ex-rebelles. Non, moi je dis, tant qu'un rebelle n'a pas déposé les armes, il reste un rebelle. D'accord, d'accord. Hein? Et je vous renvoie au code pénal malien. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Malien qui prend les armes contre le Mali. Toi, il faut prendre des armes et dirige-toi contre le Mali. Tu vas voir de quel nom on va te traiter. Alors, je dis, l'objectif de ce redécoupage, c'est de créer un maximum de circonscriptions électorales pour que les groupes armés, à commencer par la SEMA, puissent faire élire le maximum de ressortissants locaux. C'est ce qu'ils appellent accentuation de la représentation donc, de l'Azawad dans les institutions du Mali. On en a eu pour le gouvernement, il faut qu'on en ait pour les députés, pour le Sénat, etc. Et donc on va créer des cercles, des préfectures, des communes et autres dans des zones où il n'y a pas 100 âmes qui vivent. Et ces petits villages, les moindres petits hameaux auront des députés au nord. Pendant que des centaines de milliers de personnes qui vivent à Koutchala et autres auront le même nombre de députés. L'objectif est de rehausser le niveau de représentation des zones désertiques du Nord. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que ça va conforter les groupes armés dans leur mainmise politique et militaire sur ces zones-là. Souvenez-vous qu'il y a déjà, les groupes armés se sont partagés, n'est-ce pas, sous forme, je veux dire, sous prétexte de mise en place d'autorités intérimaires, ils se sont partagés tout le territoire du Nord. Vous avez des Arabes par là, des Touaregs par-ci, des Sonraï par là. C'est comme ça qu'ils se sont partagés les territoires. Ce sont ces autorités intérimaires qui vont organiser les élections. Et il ne s'agira pas d'élections, parce que ces autorités intérimaires sont des groupes armés. Le vote ne sera pas libre. Donc toutes les circonscriptions qu'on est en train de créer sont des circonscriptions de fraude planifiée. Maintenant, je termine en vous disant que tout ça là ne va aboutir à rien, parce que l'objectif final de désarmer les groupes armés ne sera jamais atteint. Ça ne sera jamais atteint. Le Mali est en train de se percer d'illusions. D'accord. Voilà. Des réactions, avant de vous repasser la parole. Mahaman Mahatouré, dans un pays pauvre comme le nôtre, le découpage serait semblable à un conte de fées. Adama Sangaré, ce découpage est une bombe à retardement. Ousmane Yattara, ce découpage risque au futur que Dieu nous en garde, qu'il nous mène direct vers une guerre civile.
Namoudou Koulibaly, j'aimerais bien que Mopti soit une capitale politique du Mali pour sécuriser le nord. Mahaman Mahatouré, cette transition n'a aucune légitimité pour appliquer l'accord, encore moins exécuter le découpage administratif. Youssouf Sissoko, d'abord, si on suit Maître Konaré au nord, on peut interpréter ce découpage comme un prétexte pour engranger des voix des circonscriptions électorales. Mais au sud, on a vu qu'il a été salué, apprécié à Bougouni. Badou parlait également de la future région de San, même s'il y a des petites divergences. On a l'impression qu'on peut l'interpréter, qu'on soit dans une partie du Mali ou dans une autre, ce découpage territorial. Oui, il peut être interprété, mais ce qu'il faut surtout noter, il faudrait que Maître comprenne que même la CEMA n'est pas d'accord avec ce nouveau découpage. C'est ce qu'il faut surtout souligner. La CEMA n'est pas d'accord parce qu'elle pense honnêtement que ce travail qui a été fait par le gouvernement l'a été de façon unilatérale, sans associer en tout cas les véritables acteurs. Donc ça veut dire tout simplement que ça va être un projet mort-né. Donc effectivement, ce que vous avez dit, c'est une réalité parce que quand tu regardes même ce découpage-là, certains se trouvent leur compte parce que Bougouni érigé en région, Nioro, du Sahel, etc. Donc c'est des gens qui souhaitaient ça depuis longtemps. Donc, et ça, ils vont accueillir ça en tout cas à bras ouverts. Maintenant, ce qui est quand même, ce qui concerne le nord, effectivement, il y a ça parce que certaines localités ont été érigées en circonscription territoriale. En fait, quand tu regardes le nombre de population, ça ne vaut même pas en tout cas un gros village en tout cas des régions du sud. Donc, alors que ces entités territoriales vont aussi fournir en tout cas des élus aux prochaines élections. Donc, ce qui va quand même provoquer un surnombre en tout cas des représentations du Nord au niveau de nos différentes institutions. Moi, je pense que ça va quand même créer d'autres frustrations et d'autres problèmes. Est-ce que c'est pas aussi cela, Étienne, le péché de ce projet, parce que le projet de découpage territorial n'a pas bonne presse. On a l'impression que c'est fait pour contenter une partie, certaines populations, certaines localités du Mali sur d'autres. Ça nous ramène à la question de déficit de légitimité, encore une fois, dans ces documents-là, dans ces projets-là. Absolument, déficit de légitimité, déficit en termes d'approche également, mais surtout déficit d'analyse, parce que tout ce qui est fait, on n'arrive pas à expliquer aux Maliens comment ce processus-là pourrait voir le jour tant que la question préalable qui est liée à l'accord n'est pas réglée. C'est ça la véritable question. Donc c'est pourquoi moi j'estime que tout ce qui est en train d'être fait en termes de réforme, que le préalable doit être la relecture de l'accord conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Mais tant que nous allons occulter cette question et vouloir aller sur d'autres types de réformes, ça ne marchera pas. Vous avez vu avec la décentralisation, l'une des griefs contre la décentralisation a été qu'il y a des régions et des communes qui n'étaient pas viables économiquement. Le même problème est avec ce nouveau découpage-là, où on a érigé des localités en région. Ils n'ont pas de ressources humaines nécessaires pour porter même le projet de développement de la localité. Ils n'ont pas de ressources financières pour porter le développement de la localité. Et on veut quand même avoir notre commune. Donc c'est pourquoi on va retomber dans des questions de sentiments. On veut notre commune, on veut notre arrondissement, on veut. Et ça ne marche pas à un moment donné. Il faut que l'État puisse aujourd'hui se dire que les acteurs politiques qui doivent être une partie importante également de l'ensemble des processus de réforme en général et de cette réforme en particulier doivent être concentrés sur le découpage territorial. Mais vous avez vu, tous les partis politiques, toutes les grandes formations politiques aujourd'hui sont dans la dynamique de préparer les élections présidentielles, de préparer les élections qui arrivent. Donc, ils vont le faire avec qui? Manque d'inclusivité, pas de méthode, pas de bonne approche. C'est un projet mort-né. Oui, Maître Konaré, on a l'impression que l'administration et l'administré ne sont pas sur la même longueur d'onde par rapport à ces questions-là. L'État est en train d'y aller à la vitesse de la lumière, comme s'il y a un père fouettard, pour reprendre l'expression Bamana, comme s'il y a quelqu'un avec un fouet derrière lui. Est-ce qu'il faut aller vers cette hypothèse-là, des bailleurs de fonds, des partenaires qui sont en train de mettre la pression
sans que à l'interne, les Maliens eux-mêmes ne se rassemblent pour dégager un consensus par rapport à ces questions-là. C'est parfaitement le cas. Vous avez, l'État est en train d'agir le couteau sous la gorge. La preuve, vous avez entendu le président français Macron féliciter les autorités de la transition qui, selon lui, ont donné plus de gages dans l'application de l'accord en 6 mois que l'ancien régime en 3 ans. Il l'a dit publiquement. Ça veut dire que nous sommes en train d'appliquer un calendrier dicté par l'Occident. Et on n'est donc pas obligé, dans ce cas, de consulter les Maliens qui comptent pour quantité négligeable, qui comptent pour des haricots. Alors, ce que je vais vous dire, 99% des communes maliennes sont en faillite économique. Vous le saurez le jour où vous ferez un travail pour une mairie. Même moi, il y a une mairie qui me doit. Les mairies n'ont pas un copain. Et pendant qu'au lieu de travailler à ce que les mairies aient de l'argent, non, on va créer des centaines d'autres communes. Mais c'est quoi ça? C'est du sabotage. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi. Si ce découpage se fait, vous aurez, par exemple, prenez la région de Taoudeni. Entre nous, à part le bagne de Taoudeni, il y a quoi là-bas? Toute la population a fui du fait de l'insécurité. À part le bagne et les anciens détenus, ou en tout cas les gardes, il y a quoi à Taoudeni pour qu'on en fasse une région? Il n'y a rien. Et donc on est en train de créer des régions sur le papier, comme ça, comme Hitler à la fin de sa vie était en train de rouler des divisions sur le papier. D'accord. Ok. Merci, Maître Konaré. Autre sujet de ce débat du dimanche, je vous le disais à l'entame de l'émission, depuis quelques jours, on assiste à une bataille rangée sur les réseaux sociaux entre activistes. Les raisons de la polémique, des supposés positionnements pour ou contre l'imam Dicko, ou également pour ou contre l'ex-CNSP. Badou Sidi Koba, vous êtes de la presse, vous êtes interpellé. C'est vrai que c'est entre activistes, c'est entre vidéomènes, mais quelque part, la corporation est interpellée. Toutes les bonnes fois sont d'ailleurs interpellées par rapport à ces guéguerres-là sur les réseaux sociaux. Oui, la corporation est interpellée et nous devons faire extrêmement attention parce qu'il ne faut pas qu'on crée la confusion entre activistes et journalistes. Parce que le journaliste a un rôle bien défini à jouer, l'activiste a un rôle à jouer. Mais apparemment, il me semble que cette lutte de positionnement est liée à un problème type digestif. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Parce qu'il me semble que depuis que Ibeka est parti, il y a eu des frustrations quelque part. Certains ont estimé que vraiment on a versé leur sauce. D'autres ont estimé qu'ils ont été trahis comme les M5 RFP, etc. Donc, il y a un règlement de compte qui est là, qui ne dit pas son nom entre tous ces différents acteurs. Donc, si vous partez creuser, ce n'est que ça et ce n'est rien d'autre que ça. Donc, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème de type digestif, c'est un problème de vente tout simplement. Sinon, si c'est réellement un problème du Mali, c'est une phase transitoire. On se prépare pour aller à des élections libre et transparente. Si c'est le cas, chacun n'a qu'à aller dans son camp, préparer les scrutins et venir au pouvoir et opérer les changements qu'il désire. Mais en l'état actuel des choses, moi je pense que c'est un problème d'intérêt tout simplement. Oui, ce qui est désolant, Youssouf Sissoko, c'est que la contradiction, elle est systématique. Hein. Quand on les suit par hasard, on les voit, les deux camps ne s'écoutent même pas. C'est la contradiction systématique, c'est le clash systématique, c'est les insultes systématiques. Il y a comme une tentative même d'assassiner le débat, d'assassiner l'argumentaire. Oui, effectivement, il faut même remonter un peu loin parce que ces vidéomans, comme vous les qualifiez ainsi, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le temps Ibeka. Et je pense que l'une des tares, en tout cas, de la gouvernance d'Ibeka a été aussi ça, le laxisme, en tout cas, dans la gestion même de médias. Et nous avons vu proliférer, en tout cas, ces activistes qui ont vraiment pignon sur rue à Bamako et au Mali, et il suffit d'avoir tout simplement 100 francs de forfait pour en tout cas se mettre à insulter père et mère en tout cas de personnalités. Moi je pense que mais tout récemment, c'est qu'il y a surtout la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est surtout la rocambolesque affaire de déstabilisation, et laquelle affaire a fini par être en tout cas
au niveau de la justice, c'est un non-lieu. Et après ça, nous avons tous vu Rasbach, en tout cas sur les ondes de la radio et d'autres médias, en train justement de critiquer de façon acerbe l'imam Diko, et que les partisans de ce dernier aussi se sont mis en tout cas sur les réseaux sociaux pour répliquer. Moi je pense que c'est quand même déplorable parce que franchement, comme Rasbach aime d'ailleurs à le dire, je ne veux pas trop personnaliser, mais il se compare à Mandela et à Martin Luther King. Moi je pense que ces leaders ont quand même su pardonner leurs bourreaux. Maintenant, en voulant justement amener le débat, en tout cas à ce niveau-là, pour moi, c'est un débat de caniveau, avec des injures, en tout cas des propos très déplacés. Moi, je pense que ça ne le fait non seulement pas grandir, et ça ne peut pas non plus grandir, en tout cas, l'imam Diko. Moi, je pense qu'il faudrait justement que la justice se saisisse de cette affaire et qu'on mette un peu d'ordre, parce qu'on a vu sous Malik Koulibaly, et franchement, on a quand même pu mettre un tout petit peu fin à certaines injures, en tout cas sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il est temps quand même qu'on arrête en tout cas des choses comme ça et qu'on accorde beaucoup d'importance au débat existentiel même, quoi. Oui, Étienne Sissoko, à chaque fois qu'il y a une émission, peut-être le lendemain, il y a une contre-émission. Quand il y a un direct, il y a un contre-direct. Personne ne peut être contre les activistes. Ils sont d'un apport, parce que ce sont des Maliens, ils doivent défendre leurs opinions, mais qu'on élève le niveau du débat, qu'il y ait du contenu. Et c'est là, ça peut être intéressant. Oui, moi je crois qu'il faut relativiser. Les activistes sérieux du Mali ne sont pas dans cette guéguerre-là. Ceux qui se livrent à des insultes ne sont pas représentatifs de ce que moi j'appelle les activistes du Mali. Il faut quand même relever cela. Mais ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de contenu dans ce débat-là. Dans cette contradiction, il n'y a pas de contenu. On ne peut même pas développer un argumentaire pour dire tel camp a raison ou tel autre camp, parce qu'il n'y a pas de débat. Parce que pour faire débat, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait des arguments qu'on puisse avancer. Or, aujourd'hui, c'est tu es contre telle personne, je ne t'aime pas. Tu es contre telle personne, je t'insulte. Donc aujourd'hui, il y a cette question-là que la justice doit se saisir et sévir. Parce que autant il est important de faire remarquer que ces dernières années, les activistes ont joué un rôle important dans la démocratie de notre pays, dans la consolidation de la bonne gouvernance dans notre pays, autant on a vu naître également des gens qui se servent parce que c'est un travail, de ce travail noble, de cette vocation noble pour malheureusement s'adonner à des choses qui n'honorent ni eux-mêmes, encore moins le pays qu'ils veulent défendre. Maître Konaré. Vous savez, moi, j'ai toujours été un partisan viscéral de la liberté d'expression. Je suis même de ceux qui pensent qu'il faut attribuer le prix Nobel de la paix à Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, pour avoir libéré la parole, pour avoir donné la parole aux moins lettrés. Tout le monde a accès à la parole aujourd'hui. Tout le monde peut dire ce qu'il pense. Mais autant je suis partisan de la liberté d'expression, aussi autant je suis un adversaire acharné du désordre, du charivari. Et c'est ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui. Des insultes à n'en plus finir, des attaques personnelles, des injures inconcevables dans un pays organisé. C'est vrai que le Mali est tombé très bas, mais il y a quand même à Bamako, si je ne m'abuse, une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a un ministère de la communication, il y a une justice. Mais comment se fait-il que toutes ces autorités... Il y a une autorité pour la protection des données personnelles. Voilà, comment se fait-il que toutes ces autorités s'assoient et regardent le paysage audiovisuel bouleversé par les injures réciproques des uns et des autres? À quoi servent ces autorités? À quoi sert la loi? Devons-nous continuer dans ce désordre, dans cette immoralité? Vraiment, je suis désolé.
D'accord. Youssouf Sissoko, hein, le Mali est dans un ensemble. Hein. Comme on l'a dit, ces activistes-là sont d'un apport. Etienne l'a rappelé, à un moment donné de l'histoire du Mali, ils ont contribué à l'éveil des consciences, ils ont su jouer une partition. Mais quand on regarde les activistes d'autres pays, même des pays voisins, souvent ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des invectives. On est des Maliens, nous venons de quelque part quand même. Comment revenir un peu à ces fondamentaux-là qui font le Malien ou qui ont façonné le Soudanais pour qu'on puisse l'intégrer même dans notre façon de faire des vidéos, dans notre façon d'être activiste, dans notre façon de nous comporter quotidiennement en tout court. Oui, vous l'avez rappelé. En fait, c'est le fait qu'on a en tout cas foulé aux pieds nos valeurs, nos vertus, en tout cas ancestrales. C'est ce qui nous amène souvent parce que, comme on le dit souvent, chacun est le digne représentant en tout cas de sa famille, en dehors de la famille. Donc, qu'on se mette à insulter, effectivement, on se pose justement la question si l'intéressé a suivi en tout cas une bonne éducation ou quelque chose comme ça à la maison. Mais moi, je dis, bon, puisqu'il y a eu en tout cas une certaine faillite même au niveau de l'éducation, moi, je pense que c'est l'État qui doit justement prendre le relais. L'État doit prendre le relais en s'impliquant véritablement. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations qui s'occupent justement de la régulation, en tout cas à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait que ces institutions-là s'impliquent davantage pour mettre fin en tout cas à ce désordre et qu'on ne permette pas à n'importe qui en tout cas de faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, quand tu regardes les activistes en tout cas des autres pays, alors le niveau du débat est très élevé et c'est des thèmes très importants qui concernent justement la vie de la nation qui sont traités par ces activistes. Mais malheureusement, chez nous, tel n'est pas le cas. On est activiste qui le veut. Si en tout cas on a seulement 100 francs, je l'ai dit tantôt, on se met derrière son téléphone pour en tout cas dire du n'importe quoi. Mais moi je pense qu'il faut beaucoup plus en tout cas de décisions, de lois et de réglementations pour mettre justement fin à ce désordre-là. Ok, des réactions sur la page Facebook. Maha Touré, l'imam Diko est devenu vulnérable depuis qu'il a fait un saut dans l'arène politique. Adama Sangaré, moi je pense que cette guerre en son sens d'exister, ça nous permet, nous les hommes, de tirer les conclusions suivantes. Qui est qui fait quoi, quel est le niveau d'éducation de qui. Bassidi Maïga, dans un pays organisé, tout cela ne devrait pas intervenir. Et puis Bassidi qui dit que les autorités sont, on va pas dire ça, les autorités ont négligé, peut-être c'est ce qu'il veut dire. Dernier thème de ce débat du dimanche pour parler politique avec ce bouillonnement dans le marigot politique, avec des candidatures annoncées, ça et là. Et la semaine dernière, c'était l'URD dont on annonçait la venue de Dr Boubou Cissé ou de Mamadou Igor Diarra, Youssouf Sissoko. Plus on est en train d'aller vers la fin du premier délai de cette transition, plus le landerneau politique est en ébullition, en effervescence. Effectivement, le thermomètre politique est vraiment monté haut. Et pas seulement à l'URD, vous avez cité le cas de l'URD, mais pas seulement à l'URD, mais c'est surtout, ça concerne plutôt les trois grands partis de l'échiquier politique, à savoir l'ADEMA, le RPM et l'URD. Puisqu'à l'ADEMA, il faut le dire, il y a l'ombre de Seydou Koulibaly qui plane un peu sur ce parti-là. Et certains de ses partisans qui sont en tout cas tapis à l'ADEMA veulent justement que Seydou soit le candidat en tout cas à défaut d'être le candidat de l'ADEMA, mais le candidat d'un certain rassemblement. Au RPM, par contre, il y a justement, comme on l'a dit, comme Serge aimait le dire, le RPM est à la recherche d'un nouveau souffle. Et ce qui est sûr, c'est que la guerre entre les deux tendances va forcément avoir lieu. Mais ce qui concerne l'URD, la semaine dernière, effectivement, en faveur d'un atelier de validation des travaux des différentes commissions que ce parti avait mises en place. Donc, il y a, au cours des débats, effectivement, la question de candidature s'est invitée. Et effectivement, nous avons tous constaté que le cas Boubou, même s'il n'a pas été fait, en tout cas, n'a pas été révélé officiellement, mais nous savons quand même que ces partisans ont essayé justement de lancer un ballon d'essai pour en tout cas faire un petit sondage au sein de l'URD. Mais franchement, les réactions ont été d'une certaine violence et franchement, ça va être compliqué pour Boubou d'être le candidat. Et vous avez si bien dit aussi, Igor est venu justement à l'URD
il a quand même accepté d'adhérer. Et je pense que son processus d'adhésion est pratiquement terminé. Et il est militant à part entière, en tout cas de l'URD. Donc ça veut dire tout simplement que peut-être que Igor sera candidat. Et s'il est candidat, moi je pense qu'il a la faveur de pronostic. Parce que si Boubou n'est pas candidat au niveau de l'URD, il aura en face de lui peut-être Maître Demba et Mal-Diallo. Et je pense que le coup sera jouable pour lui pour être le candidat, le porte-étendard de l'URD aux élections. Par rapport à cette question, il était prévu que nous ayons Moussa Sey Diallo au téléphone de la communication de l'URD, mais il nous a fait savoir que la synthèse de cet atelier, ce n'est qu'en début de semaine, puisque les travaux ont pris fin ce week-end, donc rien de formel, d'officiel du côté de l'URD. Badou Sidi Koba, l'ADEMA, le RPM, l'URD, des partis originels à la base, les premières formations politiques qui sont en train de chercher un second souffle, le bon cheval pour pouvoir aller à Koulouba. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses 30 ans après? Malheureusement, ces partis sont tous des groupements d'intérêt politique, d'intérêt économique. C'est des GI, c'est des groupements d'intérêt économique, je le dis, je le répète. Sinon, comment comprendre qu'un grand parti comme l'URD ne puisse pas sortir un candidat? Comment comprendre qu'un grand parti comme l'ADEMA ne puisse pas sortir un candidat? Quand même, le candidat naturel est décédé. Oui, le candidat naturel est décédé, ça mais le problème ne devrait même pas se poser. On ne devrait même pas citer le nom de Boubou par rapport à la candidature de l'URD. Le problème ne devrait même pas se poser. Donc l'URD devrait d'office sortir un candidat, un porte-étendard. Valable pour l'ADEMA. L'ADEMA, en plus, devait sortir un candidat, parce que l'ADEMA, c'est le parti historique de la démocratie. L'ADEMA, c'était la deuxième formation politique en Afrique après l'ANC. Le RPM, idem. Donc moi, je pense que la démocratie malienne est en train de prendre un coup. C'est pour ces raisons qu'il y a eu des coups d'État. Et si nous ne faisons pas attention, il y aura d'autres coups d'État parce que les hommes politiques maliens ont rangé leurs convictions de leur type digestif. C'est ça le fond du problème. Ibeka a l'habitude de le dire. Je vous ai invité à la soupe, vous êtes venus, on a mangé ensemble. Au moment de laver la vaisselle, vous avez pris la poudre d'escampette. C'est ça la classe politique malienne. Il faut que les politiciens maliens changent. C'est parce que la classe politique malienne n'a pas été responsable. C'est pourquoi Seydou Mamadou Koulibaly a décidé de se présenter. C'est pourquoi Alou Boubacar Diallo a fait éruption sur la scène politique. C'est pourquoi d'autres opérateurs économiques sont en train de venir. Donc aussi longtemps que les hommes politiques maliens vont faillir, donc il y aura soit des coups d'État ou d'autres personnes vont venir prendre leur place. Parce que si nous ne faisons pas attention, le Mali va vers l'aventure et ne soyez pas surpris demain si un trafiquant de drogue devient le président de la République du Mali à cause du comportement de ces hommes politiques qui ont accepté d'opter pour la politique du type digestif. D'accord. Heureusement, Etienne Fagaba Sissoko, il n'y a pas que l'ADEMA, l'URD et le RPM, il y a des prétendants très très sérieux à la présidence de la République qui ne sont pas de ces supposés grands partis politiques-là. Bien entendu, et c'est pourquoi moi je pense que l'enjeu des prochaines élections n'est même pas autour de ces partis dits grands ou de ces partis traditionnels, parce que tous ces partis, on les a vus à l'œuvre 30 ans, vous l'avez rappelé, et le résultat, il est un pays en lambeaux, un pays économiquement dévasté, un pays qui a perdu sa souveraineté, un pays finalement qui se cherche. Donc aujourd'hui, moi j'ai bon espoir que les populations ont tiré les leçons de ces années de gestion catastrophique et qu'une nouvelle ère pourra finalement souffler sur le Mali. Et moi je pense que ceux dont on parle le moins sont ceux qui risquent de venir heureusement à la tête de ce pays. Moi je pense à des jeunes comme Moussa Mara, je pense à des jeunes comme Moussa Sinko, je pense à des jeunes comme Igor, je pense en tout cas à ceux qui ne sont pas de la génération 91. Et les partis traditionnels, s'ils sont intelligents, ils devraient mettre focus également sur des gens qui ont une certaine virginité, entre guillemets, au niveau de la gestion des affaires publiques pour espérer l'emporter. Vous avez vu, des opérateurs économiques également ont fait éruption, donc ça va être une élection de milliardaires. Vous avez au moins 4 voire 5 milliardaires qui se positionnent pour être candidats. Donc une élection dont l'argent va jouer un rôle hyper important, mais aux populations de pouvoir finalement être lucides et aux organisations de la société civile de faire le travail de sensibilisation qu'il faut
pour finalement permettre au pays d'avoir un bon président. Oui, Maître Konaré Etienne, il a cité des noms, et si l'on se réfère à cela, ça veut dire que ce sera une histoire de quadra ou au pire de quinca, cette histoire d'élection. Ce qui se passe, c'est que les grands partis issus du mouvement démocratique, c'est-à-dire l'ADEMA et ses filles, qui sont le RPM et l'URD, alors ces partis-là, par un coup du destin, se sont retrouvés sans candidat naturel à l'orée des élections de 2022. Ils n'ont pas de candidat. De surcroît, ils sont divisés en clans. Hein? Vous savez, pour le RPM, les partisans de tel ou tel, et vous savez que l'ADEMA a toujours eu un destin de remorque parce que ce parti ne veut pas quitter la marmite. L'URD, après la mort de Soumaïla Cissé, paix à son âme, n'a plus de candidat naturel. Donc, c'est plutôt d'autres personnes qui veulent maintenant faire main basse sur ces partis-là et les utiliser comme marchepied vers le pouvoir. Malheureusement, ces partis n'ont pas d'autre vocation que de suivre ces nouveaux candidats qui, eux, sont crédibles mais n'ont pas d'appareil. Alors, c'est cette bataille-là qui est en train de se jouer. Vous avez parlé de l'importance de l'argent dans les futures élections. Ça a toujours été le cas. Mais ça va s'aggravant parce qu'on n'a rien fait pour limiter l'effet de cet argent-là sur le vote. L'achat des consciences et le fait qu'on aille trafiquer des élections dans des zones non contrôlées par l'État. En fait, tout ça nous montre que nous n'avons pas de véritable démocratie. D'accord. Nous n'avons que de la pagaille et une pagaille qui va déboucher encore sur des élections bidons et un président illégitime qui ne pourra rien décider, qui sera là à contempler le décor et à peigner la girafe. Jusqu'à ce que lui-même soit renversé par une nouvelle insurrection. D'accord. Malheureusement, c'est vers ça qu'on se dirige. Okay, on n'a fait aucune réforme. On s'achemine vers la fin de l'émission, mais rapidement, des réactions sur ce chapitre. Ousmane Yattara, en tout cas, moi, je ne voterai pas pour aucun de ces grands partis politiques qui s'annoncent, puisque pour moi, ils ont échoué. Amadou Diallo, cette discussion montre plutôt la grandeur de l'URD. Le parti passe par des consultations pour choisir un candidat. Maha Touré Boubou est un outsider, c'est un Malien comme tous, il a le droit de se présenter. Voilà, ainsi prend fin ce débat du dimanche avec nos invités, Maître Cheikh-Oumar Konaré, avocat, Etienne Fakaba Sissoko, DG Crapes, économiste, Badou Sidi Koba de Le Triomphe, Youssouf Sissoko de Info 7, mais restez en compagnie des programmes de Africable Télévision avec un programme très très fourni jusqu'à 21h. Tout de suite, le Soubounkoura. Et à 17h, c'est l'émission de religion urbaine Al-Daou à 17h, 18h spécial Ramadan, 20h parlons droit avec Hassan Magatsei et 21h politique le débat qui va parler de calendrier électoral avec Robert Lissa et ses invités. Merci à l'équipe éditoriale dirigée par Kadi Keita, merci à Omar Sangari, Bemba Sidibé et Moussa Doumbia. À la semaine prochaine pour un autre débat, Inch'Allah.